On nous a caché la vérité pendant trop longtemps. Le jour des débarquements, cela ne s'est pas passé comme on vous l'a appris. Aujourd'hui, nous allons lever un voile sur l'histoire et connaître la vérité. Les archives militaires ne veulent pas que vous voyiez ça. 1946, procès de Nuremberg. Un officier SS témoigne, Klaus Richter. Il confesse ses crimes, mais il raconte autre chose aussi. Quelque chose que les juges ont supprimé du compte-rendu. Le jour du débarquement, les morts ne restaient pas morts. Des soldats tombés qui se relevaient, des nazis et des Américains qui arrêtaient de se tirer dessus pour combattre autre chose. Ce témoignage censuré, les rapports militaires classifiés, les survivants réduits au silence pendant 80 ans. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence parce que cette histoire, ils ne veulent pas que vous la connaissiez. Attachez vos ceintures, le vrai jour J commence maintenant. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous conter le prologue et le chapitre 1 du livre de Joran Frostwijk, Affaires déclassées, Vampires, les chroniques du sang, sur le D-Day Zombie, le jour le plus long. Il est disponible sur la fnac.com en tapant Joran Frostwijk au prix de 5 €. Vous y rencontrerez un vampire, des morts qui se relèvent, une amitié entre un nazi, un soldat américain, une femme française et son fils. Je commence. Prologue. La soif. Geoffroy de Lusignan n'avait jamais connu pareille soif. Pas celle qui assèche la gorge après une journée de marche, non. Celle qui brûle de l'intérieur, qui consume les entrailles, qui transforme chaque battement de cœur en torture. Il gissait dans le sable, la chaleur résiduelle du désert, irradiant encore des dunes. Le soleil venait de se coucher. Autour de lui, les restes de l'armée chrétienne pourrissaient déjà. 3 jours depuis Athine, 3 jours depuis que Saladin avait brisé les croisées comme on brise du verre. Pour Dieu, avait-il crié en chargeant, pour Jérusalem, pour la croix. Mensonge. Il avait chargé par orgueil, par cupidité, par cette arrogance qui fait croire aux hommes qu'ils sont les instruments de Dieu alors qu'ils ne sont que chair et violence. Geoffroy toussa, cracha du sang noir dans le sable. La blessure à son flanc ne saignait plus, il n'avait plus assez de sang à perdre. 24 ans, fils cadet de la noble maison de Lusignan, chevalier depuis 3 ans, mourant dans le désert comme un chien. Pas comme ça. La pensée était une rage, une fureur absolue contre l'injustice cosmique de mourir jeune, loin de chez lui, pour une cause qui s'était révélée creuse dès la première charge. Pas comme ça, murmura-t-il dans le vide. Sa voix n'était plus qu'un râle. La nuit tombait rapidement, maintenant. Dans le désert, le jour brûlant cédait la place au froid mortel en quelques minutes. Bientôt les chacals viendraient. Ils avaient déjà commencé à dévorer les cadavres plus loin. Geoffroy entendait leurs grognements, leurs disputes autour de la viande humaine. « Je refuse. Je refuse, dit-il plus fort, les lèvres fendues, saignant à nouveau. Il avait entendu les histoires. Tout chevalier les connaissait. Les légendes murmuraient autour des feux de camp. Les créatures anciennes qui hantaient ces terres bien avant que les chrétiens ou les musulmans ne se les disputent. Les djinns, les démons, les choses sans nom qui vivaient dans les ruines, dans les grottes, dans les endroits où les hommes n'osaient plus aller. Des superstitions, disaient les prêtres. Mais Geoffroy était en train de mourir et les morts n'ont plus besoin de foi. « J'invoque !» Sa voix se brisa, il déglutit, sentit sa gorge craqueler. « J'invoque ceux qui habitent ces terres, ceux qui vivaient ici avant nous, ceux qui vivra après nous. » Le vent se leva, étrange, il n'y avait pas eu de vent depuis des jours. « Je donnerai tout, n'importe quoi, mais je refuse de mourir ici. » Le sable tourbillonna autour de lui. Geoffroy ferma les yeux, sentit les grains de sable mordre sa peau brûlée. Quand il les rouvrit, une ombre se tenait devant lui, découpée contre les étoiles qui commençaient à apparaître. Une silhouette humaine, ou presque. « Tout ?» demanda une voix qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois, ni masculine, ni féminine, ancienne, comme la pierre. « Tout !» répéta Geoffroy cette fois.
Sa voix ne tremblait pas. Alors bois. L'ombre s'agenouilla près de lui, des mains froides, impossiblement froides même dans la chaleur résiduelle du désert, lui soulevèrent la tête. Quelque chose de liquide toucha ses lèvres. Pas de l'eau, plus épais, plus chaud aussi paradoxalement. Du sang. Il aurait dû vomir. Il devrait refuser. C'était une abomination, un péché mortel, une damnation certaine. Mais la soif. Geoffroy but, le liquide coula dans sa gorge comme du feu glacé. Chaque goutte était à la fois agonie et extase. Il sentit son corps se convulser, se tordre. Quelque chose en lui mourait, quelque chose d'essentiel, d'humain, tandis qu'autre chose naissait, quelque chose de plus vieux, de plus sombre. Tu vivras, dit la voix, des siècles, des millénaires peut-être. Tu verras des empires naître et s'effondrer. Tu verras les hommes répéter les mêmes erreurs, encore et encore, dans une ronde sans fin. Je vivrai, haleta Geoffroy. La douleur était indescriptible, mais déjà, il sentait ses blessures se refermer, ses os brisés se ressouder. La vie, si on pouvait encore appeler cela la vie, revenir dans ses membres. Oui, mais tu ne seras plus jamais des leurs. Tu marcheras parmi eux, mais tu ne seras plus humain. Tu les regarderas se déchirer et tu comprendras, petit à petit, que ton espèce est condamnée à la violence, que la paix est une illusion, que la guerre est votre état naturel. La voix fit une pause, puis continua avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Et sache ceci, la nuit est maintenant ton royaume. Le soleil que tu as connu comme homme vivant est devenu ton ennemi. La lumière du jour te rejettera, tu es une créature de l'ombre désormais. Geoffroy se redressa. La nuit était profonde maintenant, sans lune, juste les étoiles, froides et indifférentes. Mais il voyait parfaitement, mieux qu'en plein jour autrefois. Tout était plus clair, plus net. Il percevait chaque grain de sable, chaque étoile, chaque battement de cœur des chacals à 100 pas. L'ombre avait disparu, ou peut-être n'avait-elle jamais été là. Mais la soif demeurait, différente maintenant, pas pour l'eau. Un chacal s'approcha, attiré par ce qui semblait encore être un cadavre. Geoffroy bougea, plus vite qu'aucun humain ne pourrait bouger, et brisa la nuque de l'animal d'un geste. Le sang chaud jaillit. Geoffroy but à nouveau, et cette fois il ressentit aucune honte, seulement une satisfaction terrible. Il se releva complètement, regarda vers l'ouest, vers Jérusalem tombée, vers l'Europe lointaine, vers un avenir qu'il ne pouvait imaginer, mais dont il serait témoin, siècle après siècle. La guerre, murmura-t-il dans la nuit, elle ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Le vent ne répondit pas, mais Geoffroy connaissait déjà la réponse. Il se remit en marche vers le nord, laissant derrière lui le champ de bataille de Hattin et les illusions de sa vie mortelle. La nuit était son domaine maintenant, le jour lui était interdit. Il apprendrait cette leçon douloureusement, quelques heures plus tard, quand l'approche de l'aube le brûlerait de l'intérieur, le forçant à chercher refuge dans une grotte abandonnée, où il attendrait, tremblant de douleur, que le soleil retraverse le ciel. Devant lui s'étendaient 757 années de nuit, de veille, d'observation, de solitude. Et un jour lointain qu'il ne pouvait encore prévoir, il se réveillerait à nouveau, au son de milliers d'hommes s'entretuant sur une plage normande. Alors, peut-être, il leur renseignerait ce qu'il avait appris, que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Partie 1, l'aube du chaos, chapitre 1, Finn, la chute. Normandie, France, 2 heures, 4 heures, 6 juin 44. Le vent hurlait dans les oreilles de Finn Murphy, comme si le ciel lui-même voulait l'avaler. 3000 pieds au-dessus de la Normandie, accroché à un parachute qui se déployait dans l'obscurité, Finn sentit son estomac se retourner pour la 10e fois depuis qu'il avait sauté du C-47. Autour de lui, d'autres silhouettes descendaient, des ombres contre les ombres, des hommes devenant fantômes avant même de toucher le sol. La DCA allemande illuminait la nuit par rafales. Des traceurs oranges zébraient le ciel. Un avion explosa sur la gauche, transformé en boule de feu qui dessina des arcs de débris incandescents. Finn ne put de tourner le regard assez vite. Il vit des silhouettes tomber, parachutes en flammes. « Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu !»
La prière était automatique, rythmée par les battements de son cœur. Il serra les dents, essaya de se rappeler l'entraînement. Contrôle le parachute. Cherche la zone de largage. Regroupe-toi avec ton stick. Mais dans le chaos nocturne, avec la fumée et les explosions, et le vent qui le poussait Dieu sait où, l'entraînement semblait aussi loin qu'un rêve. Le sol montait vers lui trop vite. Merde, merde, merde! L'impact lui coupa le souffle. Pas sur la terre ferme, quelque chose de mou, de mouillé. Il s'enfonça. Le parachute s'écrasa sur lui, et pendant un instant de pure terreur, Finn crut qu'il se noyait. Un marais. Il avait atterri dans un putain de marais. Finn se débattit contre la soie qui l'enveloppait, cherchant désespérément de l'air. Sa main trouva son couteau, trancha les suspentes. Il émergea à la surface, crachant une eau qui avait le goût de la vase et de la pourriture. Ses bottes touchèrent le sol, environ 4 pieds de profondeur, assez pour se noyer si on paniquait. « Calme-toi, respire, évalue. » Le silence après le vacarme de l'avion et la DCA était presque totale. Seulement le clapotis de l'eau, sa propre respiration haletante, et au loin, très loin, des explosions sourdes. Le bombardement naval avait commencé sur les plages. Finn pataugea vers ce qui semblait être la rive, traînant son équipement gorgé d'eau, 70 livres de matériel, son fusil aimant. Dieu merci, encore accroché à sa poitrine. Probablement plein de boue maintenant, grenades, munitions, radios. Tout inutile s'il ne sortait pas de ce marais. Il atteignit la terre ferme, se hissa hors de l'eau avec un grognement. Sa cheville droite protesta, tordue pendant l'atterrissage. Pas cassée, il pouvait encore bouger les orteils, mais la douleur était aiguë. Parfait, perdu, mouillé, blessé, seul. Orientation. Finn trouva dans sa poche de poitrine, trouva la boussole miraculeusement intacte. Il essaya de se rappeler la carte qu'il avait étudiée pendant le briefing. La zone de largage était censée être à 3 km au nord-est de Sainte-Mère-Église. Mais avec le vent, la DCA, le chaos, il pouvait être n'importe où. Un cri résonna dans la nuit. Finn se figea, la main sur le fusil. Le cri se répéta, aigu, désespéré, puis coupé net. Trop loin pour qu'il puisse intervenir. Quelqu'un d'autre avec son stick, un Allemand, impossible à dire. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Trouve ton unité, regroupe-toi. Il avait son cricket, cette petite chose en métal qui faisait clic-clac pour identifier les Américains dans le noir. Un clic, on répondait par 2 clics. Simple. Sauf que faire du bruit en territoire ennemi semblait être la pire idée du monde. Finn commença à marcher, boitant légèrement. Chaque pas faisait un bruit humide. Ses vêtements trempés lui collaient à la peau. Juin en Normandie était censé être doux, mais dans l'obscurité de la pré-aube, avec le vent, il grelottait. Il traversa un bocage, ces haies maudites qui divisaient la campagne française en petits compartiments. Parfait pour les embuscades, Finn progressait lentement, s'arrêtant tous les 10 pas pour écouter. Rien, juste le vent dans les branches et le lointain grondement de l'artillerie. Où sont-ils ? 300 hommes de la 101e avaient sauté avec lui. Dispersés, oui, mais il aurait dû en croiser au moins quelques-uns. Au lieu de ça, rien que cette solitude oppressante. Un bâtiment apparut dans l'obscurité, une ferme peut-être. Finn s'approcha prudemment, fusil levé, les fenêtres étaient noires, la porte entr'ouverte. « Hello !» chuchota-t-il en anglais, puis il se sentit idiot. Il essaya son français approximatif. « Il y a quelqu'un ?» Silence. Il poussa la porte avec le canon de son fusil, grincement sinistre. L'intérieur était sombre, mais ses yeux commençaient à s'habituer. Une table renversée, des chaises brisées, quelque chose de sombre sur le sol. Trop sombre pour être juste de l'ombre. Finn sortit sa lampe de torche, l'alluma brièvement. Du sang, beaucoup de sang. Il éteignit rapidement la lampe, le cœur battant. Frais, le sang était frais, encore brillant. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un combat ? Une exécution ? Un bruit derrière lui. Finn pivota, fusil levé, doigt sur la détente. Une forme dans l'embrasure de la porte, humaine, petite. « Ne tirez pas !» Une voix d'enfant française. « S'il vous plaît, ne tirez pas !» Finn baissa légèrement son arme. Une fillette, peut-être 10 ans, émergea de l'obscurité, les mains levées tremblantes. « C'est bon, dit Finn en français, je ne te ferai pas de mal.
Américain, je suis américain. La fillette le regarda avec 2 yeux immenses. Vous êtes venu? Maman a dit que vous viendriez. Où est ta maman? La fillette pointa son doigt vers l'intérieur de la maison, vers le sang. Oh non! Les Allemands? Demanda Finn doucement. La fillette secoua la tête, ses lèvres tremblaient. Pas les Allemands, les morts. Quoi? Les morts, ils marchent. Ils ont pris maman, et papa, et mon frère. Finn déglutit, choc. La gamine était en état de choc. Bien sûr qu'elle racontait n'importe quoi. Elle avait vu ses parents massacrés, probablement par les Allemands en représailles pour quelque chose. Et son esprit avait créé une histoire pour donner du sens à l'horreur. Écoute, dit-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur, je vais t'emmener quelque part de sûr, d'accord? Comment tu t'appelles? Thérèse. Thérèse, moi c'est Finn, on va... Un cri déchira la nuit, pas humain, quelque chose entre le hurlement et l'oral. Proche, trop proche. La fillette agrippa le bras de Finn. Souffla-t-elle, ils reviennent! Finn se releva d'un bond, cherchant la source du bruit. Le cri se répéta, rejoint par d'autres. Une cacophonie de sons inhumains, qui semblaient venir de partout à la fois. Cours, dit-il à Thérèse, cours et cache-toi! Mais, vas-y! La fillette détala dans l'obscurité. Finn leva son fusil, scrutant les ombres. Quelque chose bougeait dans le bocage. Non, plusieurs choses. Des silhouettes qui avançaient avec une démarche saccadée, mécanique. La lune émergea brièvement des nuages. Finn vit. Des soldats, uniformes allemands, mais quelque chose clochait. Leur peau était grise, leurs yeux vides. L'un d'eux avait la moitié de la mâchoire arrachée, exposant ses dents dans un rictus permanent. Impossible. Mais ils avançaient, 5, non 7, sortant des haies, des ombres, convergeant vers lui. Finn tira. Le premier coup atteignit le soldat de tête en pleine poitrine. Il trébucha mais ne tomba pas. Continuait d'avancer. Finn tira à nouveau, encore et encore. Les balles frappaient. Il voyait les impacts, mais les choses ne s'arrêtaient pas. Qu'est-ce que... Tête, il devait viser la tête. Il ajusta son tir, pressa la détente. Le crâne du premier soldat explosa. Il s'effondra enfin, inerte. Mais les autres étaient déjà trop proches. Finn recula, tira à nouveau. Un deuxième tomba, puis son fusil cliqua à vide. Merde! Pas le temps de recharger. Dégaina la pelle de tranchée, arme dérisoire contre 6. C'est chose, mais c'était ça ou mourir. Le premier l'atteignit. Finn frappa, la pelle s'enfonça dans le crâne avec un bruit humide. La créature s'effondra. Les 2 autres étaient déjà sur lui. Des mains mortes agrippèrent ses épaules. Une bouche s'ouvrit, cherchant sa gorge. Finn sentit une haleine putride, vit des yeux laiteux fixés sur lui, sans voir. Il se débattit, frappa avec la pelle, donna un coup de genou. La créature lâcha prise. Finn roula sur le côté, se releva en titubant. 4, encore debout, je vais mourir ici. La pensée était étrangement calme. Finn Murphy, 28 ans, de Brooklyn, allait mourir dans une ferme française dont il ne connaissait pas le nom. Tué par quoi? Des zombies? C'était ridicule. Impossible. Et pourtant, Finn rechargea son fusil, main tremblante, il leva l'arme, visa le plus proche. Un hurlement retentit au loin, différent, plus nombreux, une horde entière. Les 4 morts vivants devant lui se tournèrent vers le nouveau bruit, comme attirés par quelque chose. Finn profita de leur distraction, il tira, une tête explosa, rechargea, tira encore, une autre tomba. Les 2 derniers se retournèrent vers lui, ils n'avaient plus de munitions. Finn courut, il traversa le bocage en trébuchant, la cheville blessée, hurlant à chaque pas. Derrière lui, il entendait les morts vivants le poursuivre, avec cette démarche mécanique mais implacable. Il ne savait pas où il allait, simplement loin, loin de la ferme, loin de ces choses qui ne devraient pas exister. À travers les haies, à travers un champ labouré, à travers un ruisseau glacé, jusqu'à ce que finalement épuisé, il s'effondre dans un fossé. Le silence retomba, juste sa respiration haletante, et au loin, le grondement continu des explosions. Le bombardement naval continuait sur les plages. Finn resta là, tremblant, essayant de comprendre ce qu'il venait de vivre. Des morts qui marchent, impossible. Je suis en état de choc, j'ai halluciné. Mais les balles qu'il avait tirées étaient réelles. Les impacts dans les crânes étaient réels, le sang sur ses mains était réel. Il regarda le ciel, qui commençait à s'éclaircir, l'aube approchait.
le 6 juin 1944, le jour J. Finn Murphy avait cru débarquer en France pour libérer l'Europe. Il ne savait pas encore qu'il venait de plonger dans un cauchemar bien plus ancien et plus sombre que n'importe quelle guerre humaine. Il ferma les yeux, essaya de penser à Marie, à Brooklyn, à la vie normale qui semblait maintenant appartenir à un autre monde. Mais tout ce qu'il voyait, c'était ses yeux morts, ses bouches ouvertes, ses mains qui cherchaient à l'agripper. « Mon Dieu !» murmura-t-il dans le vide. « Qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne répondit. Finn était seul dans le fossé, attendant que l'aube vienne. Sans savoir que dans quelques heures, il rencontrerait l'homme qui changerait tout, un officier SS nommé Klaus Richter. Voici donc le prologue et le chapitre 1 du livre de Joran Frostwijk, D-Day Zombie, le jour le plus long. Ce livre est disponible sur lafnac.com à 5 €. Alors, si vous êtes curieux de connaître la suite, merci de liker cette histoire. Cela me donnera de la motivation pour vous conter les chapitres suivants. Merci chers auditeurs et à bientôt.